Bonne soirée à tous. On est jeudi le 11 mars de l'an 2021. Donc ce soir, on continue dans notre histoire du progressisme, dans cette série. On est rendu à la séance numéro 5. Donc, la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on avait étudié, on s'était intéressé à la franc-maçonnerie, mais dans ses origines surtout, on avait évoqué l'idée qu'il s'agissait d'une ancienne organisation, une espèce de guilde ou de syndicat de bricoleurs qui, en Europe, s'installaient dans des loges près des grandes constructions et avait réussi à développer une espèce de loge extrêmement fermée que pour les hommes de métier, les initiés au travail de la culture de comment on travaille les pierres pour construire des grandes cathédrales. Donc, c'est un lieu de haut savoir, d'architecture, de mathématiques. Donc, monde quand même assez instruit, mais assez fermé. Et on a vu de quelle façon, aux alentours des années 1700, un peu avant, la construction des cathédrales et des châteaux s'est mise à diminuer en Europe et il n'y avait plus besoin de bricoleurs comme ça autant ou presque plus. Et finalement, ces loges-là ont commencé à être tranquillement envahies par des libres penseurs qui ont réussi à obtenir des permissions des maîtres de loges, de les laisser entrer. Pourquoi? Parce que ces lieux-là étaient des lieux où on pouvait discuter tranquille, en paix, peinard, sans danger d'être pris pour se mêler à des discussions subversives contre l'Église, contre les rois. Donc, c'était devenu une espèce de lieu privé, discret, secret, et qui possédait une espèce de charte de droit qui leur permettait de garder un système aussi fermé que celui-là. Et on a terminé la semaine passée en disant que en 1717, un certain pasteur britannique, James Henderson, pasteur réformé presbytérien, prenant conscience qu'il n'y a plus de bricoleurs dans les loges maçonniques, se dit, ben, il faudrait quand même changer la structure, faire autre chose avec ça, parce que là... donc, lui va se mettre au travail, on va en parler un petit peu plus tard, au travail de créer une nouvelle forme de franc-maçonnerie. Donc, c'est à travers lui et quelques-uns autour de lui qu'on fait passer la franc-maçonnerie d'un métier opérationnel, donc la franc-maçonnerie opérative, il la fait passer vers une franc-maçonnerie spéculative. Spéculative au sens lieu d'échange, de discussion, d'idées, de toutes sortes comme ça. Et lui va créer une charte, une nouvelle charte. À partir de 1717 à 1723, tout ça va se mettre en place. Donc, c'est la nouvelle franc-maçonnerie. C'est celle aussi qui se perpétue jusqu'à nos jours. Donc, voilà pour la rétrospective. Ce soir au menu, on va continuer à parler de franc-maçonnerie et croyez-moi, il y a tellement à dire sur la franc-maçonnerie qu'il a fallu que je me fasse violence pour couper plein d'affaires intéressantes et de trouver l'essentiel de ce qui pouvait être important de comprendre parce qu'il ne s'agit pas d'une série sur la franc-maçonnerie, mais sur le progressisme. Et pourquoi on parle de franc-maçonnerie, en fait, dans le cadre d'une série sur le progressisme, ben, c'est qu'ils ont été énormément mêlés au processus de pousser des agendas progressistes. Ils le font encore aujourd'hui. Ils l'ont fait beaucoup. Pardon. Ils l'ont fait beaucoup à cette époque-là. Donc, ils font partie du paysage progressiste, mais dans la dimension plus secrète, je dirais même plutôt plus discrète. Donc, il y a ça qui fait qu'il faut absolument parler d'eux. Et l'autre raison aussi, c'est à cause de tout ce qu'on peut penser de la franc-maçonnerie, tout ce qui peut être en libre circulation, dans les explications, les mythes qui entourent cette organisation-là. Donc, on essaie de faire la part entre le vrai et le faux, ce qui n'est pas tout à fait évident, soit dit en passant, quand on parle d'organisation de la sorte. Donc, au menu ce soir, c'est de la franc-maçonnerie en 1717 jusqu'à la naissance des théories du complot en 1799. Illuminati et compagnie. Donc, pourquoi ce menu? Parce que les théories du complot qui sont en libre circulation aujourd'hui, et aujourd'hui c'est quand même extrêmement lourd et très populaire, et on l'a vu dans la dernière année par la pandémie de COVID-19, mais aussi toute la réélection ou la non-élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ça a soulevé énormément de passion.
énormément de théories du complot, et là, on a eu ça en plein visage. C'est devenu... s'il y a des gens qui ont profité de la situation dans la dernière année, c'est bien les théoriciens du complot qui ont réussi à avoir le haut du pavé pour imposer un certain narratif. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, mais c'est intéressant de comprendre qu'on n'a pas inventé les théories du complot, contrairement à ce que certaines affirmations que j'ai vues passer cette année, qui disaient que c'était des affaires qui dataient d'une trentaine d'années. En fait, ça fait à peu près 225 ans, 230 ans que ça existe, et que ça existe pour de vrai, là, de façon organisée, structurée, des gens qui écrivent là-dessus, qui soupçonnent. Donc, 1799, un premier ouvrage important a été écrit par un abbé catholique, l'abbé Baruel. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment la franc-maçonnerie a évolué. Je vous dis, là, c'est un des mes bouts préférés de ce cours, ce qu'on va voir ce soir, parce que c'est des affaires pittoresques que je vais vous conter. Il y a des affaires énormes là-dedans, des conspirations contre des conspirations. Écoutez, il y a vraiment eu, entourant la franc-maçonnerie, des affaires absolument phénoménales qui se sont passées. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Donc, 1717, revenons là. J'ai déjà dit que les constructeurs de cathédrales avaient compris que si on doit prendre beaucoup de temps pour ériger une cathédrale qui va tenir pendant des siècles, voire même des millénaires, parce que ce sont des constructions massives, mais ce ne sont pas juste massives, c'est des constructions qui sont dans le détail, mais ça tient là, pendant des millénaires, ces constructions-là, ben, ça signifie que celui qui va les construire, l'architecte et tous les ouvriers maçons, doivent comprendre qu'ils ne sont qu'un court chaînon dans le maillage de la construction. Ils travaillent sur un projet dont ils ne verront probablement pas la finalité et ils sont exercés à penser de cette façon-là. Donc la franc-maçonnerie opérative avait cette valeur-là. Maintenant, je la répète parce que l'important, c'est que cette idée prend une nouvelle forme à partir de 1717 dans les loges spéculatives. C'est-à-dire que ici, c'est l'effervescence du progrès. On est dans un cours sur le progressisme. Donc, pour eux, là, la nouvelle sorte de franc-maçonnerie veut faire progresser les hommes vers un monde meilleur. Maintenant, c'est dans une version chrétienne au début, là. C'est pas antéchrist, c'est pas anti-biblique, c'est que on veut quand même, comme croyants, exercer un juste jugement sur les formes de gouvernance qu'on devrait se donner pour permettre au monde d'aller mieux, parce qu'on est dans un monde empêtré dans les conflits, les guerres sans arrêt, puis on aimerait que ça arrête, et pour cause. Donc, ces hommes-là, qui sont des francs-maçons, se mettent à rêver d'un monde meilleur, et qui ne rêve pas d'un monde meilleur? C'est toujours une bonne idée, mais ils comprennent qu'ils ne le construiront pas en 5 ans, 10 ans. Ils vont adopter la mentalité des francs-maçons constructeurs de cathédrales à dire que si on veut bâtir quelque chose sur du long terme, ben, on n'en verra peut-être pas la finalité, mais c'est pas parce qu'on n'en voit pas la finalité qu'on peut pas se mettre à la tâche de faire partie d'une étape de sa construction. Donc, si la franc-maçonnerie se dit, nous, on va faire évoluer, on va construire une cathédrale, la cathédrale d'un monde meilleur, ça va prendre des siècles. Commençons, mettons-nous à l'ouvrage. Donc, les francs-maçons ont cette discipline de ne pas être pressés, mais toujours actifs à faire avancer les valeurs. Et le progressisme à l'époque du 18e siècle, ce n'est pas le progressisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par progressisme, on parle de tout ce qui peut avantager la culture homosexuelle, transgenre, avortement, culture de mort, eugénisme. Aujourd'hui, le progrès est devenu une culture de mort, une culture complètement, des fois, absurde, alors que pour les hommes du 18e siècle, le progrès, c'est d'améliorer positivement. On n'est pas dans une culture de mort ici. On veut juste plus de liberté pour les gens, liberté de religion. On souhaite la démocratie, donc élire les gouvernements. On souhaite la libre pensée, la libre circulation des idées, l'éducation pour tous. Donc, les idées qu'on émet au départ dans les loges maçonniques et autour aussi, il n'y a pas juste les maçons qui pensent à ça, il y a plein de monde. Ben, ce sont des idées que si on était présent dans ce siècle-là,
vous et moi, comme croyants, on aurait probablement été tout à fait d'accord avec le contenu des intentions. Donc, les maçons, dans la nouvelle mouture, vont observer, c'est important de dire, l'étrangeté de la chose, c'est que vu que les loges étaient des lieux secrets, pas secrets parce qu'on savait où elles étaient, mais ce qui se passait dedans revêtait un secret, des vêtements, des outils, bien, la nouvelle franc-maçonnerie va décider de ne pas se défaire de toute l'attirail vestimentaire et les outils. On va leur donner maintenant une figure ou une valeur symbolique. Donc, on conserve les rituels d'engagement, comme avant. On conserve les outils manuels que sont le marteau, compas, truelle et compagnie, avec lesquels on construisait d'immenses cathédrales. Maintenant, on les utilise symboliquement pour se dire qu'avec tout ça, là, sur le plan philosophique, on va construire une cathédrale symbolique d'un monde meilleur. Donc, en d'autres mots, la franc-maçonnerie est initiatique. Initiatique veut dire elle fonctionne par l'adhésion de membres qu'on invite et ils doivent passer à travers des rituels initiatiques, donc d'initiation, toutes sortes de phénomènes d'engagement avec le bandeau, les épées, il y a toutes sortes d'affaires, là. Vous allez trouver des trucs sur Internet aujourd'hui, il y a beaucoup d'images, des fois qui sont filmées même dans des loges et qui montrent comment on peut en devenir membre. J'avais des liens là-dessus, mais j'ai choisi de ne pas les mettre parce que je ne voulais pas m'embourber dans ça, mais vu que ça se trouve facilement, cherchez-le vous-même. Donc, la loge impose le secret, impose l'engagement secret. Il y a des interdits rattachés à ça. C'est interdit de rapporter à l'extérieur de la loge le sujet, le contenu des discussions qu'on peut avoir eues en dedans des loges. Et soit dit en passant, je dis loge, mais les loges qui servaient à la construction de cathédrales éventuellement vont être abandonnées là, parce qu'on n'en a plus besoin. On les débâtit, mais les francs-maçons vont se trouver d'autres endroits. Ils vont s'acheter des bâtiments. Certains, en Angleterre notamment, en Écosse, ils vont se réunir dans des tavernes aussi. Puis, donc, ça peut être un peu n'importe où. Là. Ça peut être un local loué. Mais éventuellement, ils vont se trouver des locaux qu'ils vont organiser, décarés avec un damier par terre. Puis, il y a une façon de placer le vénérable qui dirige et tous les membres. Et puis, de quelle façon on discute. Il y a des protocoles, il y a beaucoup de protocoles dans ces lieux-là. Donc, c'est interdit de rapporter à l'extérieur d'une loge ce qui se passe dedans. C'est interdit de rapporter qui sont ceux qui se réunissent dedans. On a le droit de se dévoiler franc-maçon, mais il est interdit de dévoiler un autre frère franc-maçon sous peine d'être exclu de la franc-maçonnerie. On ne doit pas rapporter également les signes et les symboles qui permettent d'identifier qui est franc-maçon et à quel grade est-il. Soit dit en passant, des grades, il y en a au-dessus de 30 grades là-dedans. Là. Ça fait partie des choses que j'ai enlevées parce que quand on rentre dans les grades, vous comprenez que ça prend des heures là, traverser ça. Mais il y a beaucoup de grades et on monte en grade de plus en plus. Et on ne choisit pas d'appliquer sur un grade plus haut. C'est toujours les gens du grade plus haut qui nous cooptent vers un grade plus haut. Donc, plus on monte dans l'échiquier de la franc-maçonnerie, plus on est un vrai franc-maçon raffiné et comment dire, affûté exactement dans la carrure franc-maçonnique. Si quelqu'un a moindrement des problèmes d'attitude, de désaccord avec ce qui peut se passer dans une loge en tant que franc-maçon, il grimpera jamais, là. Il ne sera jamais coopté vers le haut. Donc, ceux du haut observent ceux du bas et voient qui sont les plus fidèles et c'est eux qu'on fait graviter, si on veut, vers le haut. Donc, ça fonctionne à peu près comme ça. Et plus on est dans les grades plus hauts, ben plus on participe à des discussions, puis à des affaires, puis on est peut-être mieux situé, plus d'autorité dans les lieux. Bref, ça c'est du détail. Donc, qui sont les gens qui se réunissent dans les loges franc-maçonniques au 18e siècle? Ben, ça ressemble un peu à aujourd'hui, là. Mais c'est beaucoup, en France en tout cas, c'est les nobles, des bourgeois, des libres penseurs. Il peut y avoir des proches du roi dans ça, secrètement, le roi ne le saura pas, mais ils vont. Il y a des philosophes, des écrivains, des révolutionnaires anti-royauté, puis des révolutionnaires anti-ecclésiastiques, donc contre le christianisme et l'Église. Il y a souvent, dit-on, des prêtres défroqués,
qui sont en résistance contre l'Église pour toutes sortes de raisons. Donc, vous voyez, c'est le genre de personnes qui savent lire, écrire et réfléchir. C'est généralement ce genre de personnes-là en France. En France, on voit beaucoup de révolutionnaires anti-royauté, anti-ecclésiastique. Ça les différencie beaucoup de la franc-maçonnerie britannique, qui est très importante, qui est plus importante encore, qui, elle, est assez pour la royauté. D'ailleurs, il y a encore des rois, des reines. Une reine en Angleterre, c'est pas pour rien. C'est pas parce que les francs-maçons le veulent. Mais je veux dire, c'est que la franc-maçonnerie anglophone et francophone sont différentes sur beaucoup d'aspects. C'est-à-dire beaucoup de façons de regarder la société. En France, bien évidemment, c'est assez anticlérical, même déjà au 18e siècle. La discrétion est solide et nul qui ne connaît pas les signes de reconnaissance peut absolument pas entrer dans une loge. Mais ça, on l'avait déjà dit. En Angleterre, comme je vous ai dit, mais qui forme les loges en Angleterre? Bien, souvent des pasteurs, des théologiens, des libres penseurs chrétiens. Donc, c'est généralement beaucoup plus... c'est-à-dire, on est dans un monde protestant et anglican en Angleterre. Donc là-bas, le respect des valeurs spirituelles est plus solide que dans un monde francophone catholique. Et ça se voit dans les loges, cette affaire-là. Cependant, si la franc-maçonnerie, notamment même en Angleterre, est d'obédience assez chrétienne au départ, tout ça va quand même s'égrener. En France, ça s'égrène très, très vite. C'est pas très, très long que le christianisme n'y trouve pas sa place. On va voir pourquoi tout à l'heure. Mais en Angleterre, ça va s'égrener tranquillement, de telle sorte qu'en Angleterre, on va finalement en venir à éliminer l'idée de Jésus-Christ, le Dieu chrétien. On va vouloir élargir le spectre de qu'est-ce qu'on veut dire par Dieu, puis on va l'appeler le grand architecte de l'univers. Donc, le Dieu que l'on veut bien se donner, fût-il pour un musulman autre chose que Jésus-Christ. Donc, on ne veut pas froisser les croyances de chacun, donc on donne cette liberté de croire au Dieu selon sa conception. Je vous disais un peu plus tôt que James Anderson avait été important en 1717. Permettez-moi juste de vous dire un certain nombre de choses à son sujet. Lui, c'est la franc-maçonnerie britannique, évidemment. Donc, c'est officiellement, on dit le 24 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste, 1717, que les 4 loges de Londres se réunissent dans une taverne pour discuter de la nouvelle forme de franc-maçonnerie. Le 24 juin, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste et les francs-maçons, notamment d'obédience anglo-saxonne, vénèrent énormément Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean l'Évangéliste. Donc, on voit toute l'influence du christianisme. Pour eux, ça a de l'importance. James Anderson n'est pas tout seul dans ce projet-là. Il y a un chrétien huguenot français qui vit en Angleterre, qui s'appelle Jean-Théophile des Aiguilliers également, qui va lui aussi pousser beaucoup cette nouvelle sorte de franc-maçonnerie. Donc, c'est eux qui vont créer la première forme de franc-maçonnerie spéculative en Angleterre. En France, ça va arriver un petit peu après, mais quand même. James Anderson, c'est qui, lui? Ben, c'est un pasteur presbytérien. Joue un rôle important dans la naissance des francs-maçons. C'est lui qui va écrire entre 1717 et 1723 le cahier qu'on appelle les Constitutions d'Anderson, que vous allez trouver gratuitement et facilement sur Internet, qui est à la base de la création de la première forme d'obédience, la Grande Loge d'Angleterre. Qu'est-ce que ça contient, ce document-là? Ben, c'est l'histoire, les lois, les obligations, les ordonnances, les règlements et usages de la très respectable confrérie des francs-maçons acceptés. Donc, c'est ce que contient ce document-là. Vous pouvez le lire, il est libre il est en format libre sur Internet, vous allez trouver ça très, très facilement. Fait que ça vous donne un peu qu'est-ce qu'est la franc-maçonnerie du point de vue de ces hommes-là au départ. Évidemment, comme je vous ai dit, au départ, puis même en France, c'est un mélange de chrétiens puis de gens qui renient la foi. C'est
c'est un peu plus en rébellion, je dirais, en France, parce que eux autres, ils ont un combat qui est de détrôner le roi puis l'Église catholique. En Angleterre, ils n'ont pas les mêmes défis. Ils veulent pas enlever le roi nécessairement, puis ils veulent pas... Peut-être que certains le voulaient, là. Puis le clergé catholique avait déjà été expulsé d'Angleterre en bonne partie. Il y avait encore des catholiques, mais on est devant un clergé anglican, donc c'est un peu plus calme là-bas. Donc, ça crée deux sortes de franc-maçonnerie qui n'ont pas les mêmes... tout à fait les mêmes passions. Mais néanmoins, la franc-maçonnerie, ça allait d'inspiration chrétienne au départ. Tout ça va s'égrener, c'est le mot que j'utilise pour le dire, là. La franc-maçonnerie britannique est au départ une initiative menée par des chrétiens soucieux d'améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes de ce monde. Dans leur perspective, l'Évangile leur apparaît comme l'outil d'inspiration principale pour mener ce monde vers des jours meilleurs. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi ils le font, s'ils sont des chrétiens, pourquoi ils font ça dans des loges? Mais c'est parce que les loges, c'est différent d'une église. Une église, on fait des célébrations. C'est pas des lieux où on réfléchit, mais les loges, c'est une autre affaire, c'est qu'un pasteur anglican, presbytérien, baptiste, peut jaser avec un catholique, puis avec toutes sortes de gens qui n'ont pas nécessairement une pratique religieuse. En d'autres mots, c'est un lieu de rencontre où des gens de différents rangs sociaux, de différentes appartenances confessionnelles, et ça n'existe pas vraiment, ce genre de lieu-là à l'époque. Et les loges, c'est ce que c'est. Fait qu'il y a un intérêt d'aller jaser avec d'autres mondes qui ont des valeurs un peu semblables aux nôtres, mais différentes sur certains aspects. Et comment on regarde, comment on voit le monde, comment on voit l'avenir. On est dans un monde de progrès, là, on le sent à l'époque. Comment on veut que ça progresse? Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, si au départ, c'est d'inspiration, certes chrétienne, c'est que les premiers francs-maçons ignoraient, sans doute, c'est que cette initiative plus chrétienne allait éventuellement être récupérée davantage par des athées en France et des agnostiques un peu plus en Angleterre, donc agnostiques des croyants, mais qui affirment plus leur foi de façon trop claire ou qui savent plus comment définir le Dieu auquel ils croient, donc un Dieu indéfinissable, le grand architecte de l'univers. Donc, tranquillement, pas vite, la franc-maçonnerie devient ce que ces premiers fondateurs n'avaient pas tout à fait souhaité, sans doute, de telle sorte qu'au 20 et même aujourd'hui, 21e siècle, la franc-maçonnerie reste un lieu d'influence qui ne fait passer que des idées progressistes au sens anti-chrétien du terme. Donc, vous voyez là j'allais dire le progrès, tout le chemin que la franc-maçonnerie a fait il y a 3 siècles à nos jours pour être devenu un organisme qui procède de façon initiatique exactement de la même façon qu'il y a 3 siècles, mais les objectifs, les choix, les discussions, les valeurs sont quand même complètement à l'inverse de ce que c'était. Donc, ça reste encore aujourd'hui très utile, la franc-maçonnerie. Ça semble être moins fréquenté parce qu'on n'a plus besoin de se réunir dans une loge pour réfléchir à des grandes questions, quelle que soit la chose aujourd'hui. Et j'ai l'impression que, je pourrais le dire comme ça, là, c'est comme si la franc-maçonnerie et d'autres groupes discrets comme ça, il y a 2-3 siècles, réfléchissaient sur des choses, les faisaient sortir de la loge et dans toutes sortes de milieux, essayaient d'insérer ces idées-là. Hein? Et donc, on poussait ça d'un lieu vers la population. Puis la différence aujourd'hui en 2021, puis même depuis plusieurs décennies, c'est que il n'y a plus personne qui fait pousser vraiment des idées. Depuis 30-40 ans, les idées sont même dans la population, et c'est souvent la population qui aspire les gouvernements à la rejoindre. En d'autres mots, les gouvernements et les organismes sont souvent en retard sur l'évolution des idées de la population. Donc, il y a eu un transfert de qui mène le bal aujourd'hui. Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde assez complexe. Merci. Donc, c'est pour ça que je vous dis que à quoi ça sert d'être un franc-maçon aujourd'hui? Bien évidemment, on va encore parler de certaines idées sociales, mais la franc-maçonnerie est aussi un lieu d'influence pour se maintenir au pouvoir. Je vais dire un petit peu plus loin, là, mais je peux le dire tout de suite, mais en France, en Belgique notamment, en Angleterre, il y a souvent beaucoup de francs-maçons dans les parlements.
dans les mairies. Et ces gens-là se connaissent entre eux, même s'ils ne fréquentent pas les mêmes loges, là, ils ont des signes par lesquels ils sont capables de se reconnaître. Et même dans certains parlements en France, il y avait des rencontres de tous les parlementaires français qui appartenaient à la franc-maçonnerie. Il y avait des lunchs ensemble. Donc, et ça a été relevé par des journalistes d'enquête il y a une dizaine d'années. On se disait comment ça se fait que dans le gouvernement, il y a comme une espèce d'autres groupes de gens qui réfléchissent et ces gens-là qui se réunissent appartiennent pas nécessairement tous au parti au pouvoir, voire des gens du parti de l'opposition, mais ils sont comme une autre unité à l'intérieur de certains gouvernements dans le monde. Et ça dérange certains journalistes ou certains observateurs qui dénoncent la franc-maçonnerie parce qu'ils vont dire c'est un groupe d'influence qui a quand même les deux pieds dans nos parlements. Soit dit en passant, au Canada, au Québec, c'est pas qu'il n'y en a pas des francs-maçons là, dans les milieux politiques, mais ça n'a pas le même poids que ça a en Europe, ça c'est assez certain. Donc, notamment, c'est le cas notamment dans les pays francophones d'Europe où on estime aujourd'hui, comme je le disais, qu'une part, des fois on dit même très importante, des élus parlementaires appartiennent à différentes obédiences franc-maçonniques. Comme j'ai dit, il y a eu même en Angleterre là, une enquête il y a quelques années où le juge, il s'était avéré que le juge, l'avocat de la défense, l'accusé et l'avocat de la couronne étaient tous des francs-maçons. Donc, le juge doit juger un criminel, l'avocat de la couronne est l'avocat qui accuse le criminel et l'avocat de la défense le défend, mais qu'arrive-t-il s'ils sont tous francs-maçons et qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'il pourrait y avoir du copinage? Et il y a eu dans plusieurs cas, des cas de copinage. Donc, à quoi ça sert d'être un franc-maçon aujourd'hui? Ben, ça sert certainement à permettre, ça ouvre des portes, ça peut t'aider à trouver une job ou monter de position dans les échelles de l'administration des choses gouvernementales. Donc, voyez-vous, là, il y a comme une forme d'escroquerie qui est dénoncée par beaucoup. Bon, c'est pour ça qu'en conclusion à cette partie, si la franc-maçonnerie avait certains accents chrétiens au départ, eh bien, à partir du 19e siècle, donc les années 1800-1900, le christianisme va complètement s'éroder du monde de la franc-maçonnerie et il va même naître des énormes conflits. Je vous ai déjà évoqué que la France et l'Angleterre penseront pas pareil. Eh bien, pourquoi la France en particulier a-t-elle adopté une franc-maçonnerie qui était très athée, adogmatique, comme j'ai dit la semaine passée? Eh bien, c'est que on raconte qu'un des grands penseurs français, je vais reparler de lui dans quelques semaines, retenez ce nom, Auguste Comte. Auguste Comte a vécu de 1798 jusqu'à 1857. C'est un bonhomme assez brillant qui pose des nouvelles idées sur la religion. Lui, d'abord, est un athée. Puis, lui, crée cette doctrine qu'on appelle en philosophie le positivisme. Donc, lui va vouloir pousser l'idée selon laquelle s'il y a une divinité qu'on doit observer, qu'on doit adorer, c'est celle... c'est l'État. Et les grands prophètes qu'on devrait aimer, c'est les grands personnages qui ont bâti l'humanité. Les Socrates, les Platon, les grands penseurs de ce monde. Donc, lui commence à penser à l'idée de créer des chapelles où on va se réunir pour rendre un culte à l'humanité. Donc, c'est de l'humanisme pur, sans Dieu. Donc, pour lui, la science lève progressivement toutes nos interrogations et la science remplace nos croyances. Inutile donc de s'embarrasser avec la question du pourquoi le monde existe et remplaçons-la par plutôt « mais comment a-t-il existé ?» Plus la peine de chercher le sens dans l'existence d'un Dieu, cherchons plutôt à décrire les lois de la nature dans le but d'être utile et de comprendre ce monde physique dans lequel on vit. Le courant positiviste d'Auguste Comte connaît un important développement à travers toute l'Europe. C'est le triomphe de la raison sur la croyance religieuse. À la fin de sa vie, Auguste Comte fait évoluer le positivisme vers une religion sans Dieu où la déesse
humanité avec un grand H est constituée des êtres passés, des grands personnages. Donc, vous voyez, Auguste Comte va beaucoup développer ça. Il n'est pas dit qu'il est un franc-maçon nécessairement, mais son idée à lui en France percute la franc-maçonnerie beaucoup, qui vont adhérer donc qui vont faire pénétrer le positivisme humaniste d'Auguste Comte dans la pensée franc-maçonne, et c'est pour ça que les francs-maçons vont adopter en France une posture souvent athée et au mépris de Dieu, et qui vont surélever l'humanité et les humains comme étant des nouvelles formes de divinité. Donc on retourne à du paganisme, c'est païen tout ça. Maintenant, l'Église catholique dans ça, en France, dès 1717, l'Église catholique était inquiète de la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que les dirigeants catholiques de France savent très bien que quand on se réunit en loge maçonnique, là, c'est pour parler contre l'Église et contre les royautés. Donc, ça devient tellement agaçant, cette affaire-là, qu'il y a une tension entre catholicisme et franc-maçonnerie qui dure encore à ce jour. Moi, j'ai des amis catholiques là, très engagés dans leur foi catholique, et ce sont tous des anti-francs-maçons. C'est comme... Mais pourquoi? Ben parce que ça date de 1738, cette guerre-là. En fait, la tension date d'avant ça, mais en 1738, il y a un pape qui va émettre une bulle pontificale qui s'appelle In Eminenti Apostolatus Specula. C'est Clément XII qui, à travers cette bulle, forme une condamnation. Ce fut la première condamnation contre la franc-maçonnerie d'une longue série de d'autres condamnations et de d'autres bulles. Pendant plus de 2 siècles, pratiquement, tous les papes successeurs de Clément XII ont reformulé l'idée selon laquelle on ne peut pas être catholique et franc-maçon à la fois, on doit choisir. Et tout catholique devenant franc-maçon, ça va jusqu'à une menace d'être discipliné puis d'aller passer son éternité dans l'enfer. C'est très, très... hein? Donc, il y a le fil rouge entre le Vatican et cette société franc-maçonnique, initiatique. La bulle apostolique constitue encore aujourd'hui le droit canonique en vigueur envers les francs-maçons. Donc, les catholiques sont toujours très anti-francs-maçons. 2 traits principaux de cette bulle qui était soulevée par le pape, c'était qu'il reprochait aux loges d'avoir un caractère multiconfessionnel sur le plan religieux. C'est parce que les catholiques et les protestants en France ont une histoire très violente. Là. Souvenez-vous, l'édit de Nantes, bon, je dirais pas là, mais toute la question des Huguenots massacrés par les catholiques et tout ça, ça a fait couler du sang. Donc, il y a beaucoup de Huguenots encore en France qui étaient francs-maçons avec l'intention de détrôner l'Église. Et donc, dans une loge franc-maçonnique en France, vous avez toutes sortes de monde, des croyants, des incroyants, mais vous avez des catholiques aussi qui ne disent pas qu'ils sont là, puis vous avez des protestants de toutes sortes, des calvinistes, et le pape déteste de voir des catholiques se réunir avec des gens de d'autres confessions chrétiennes. Ça, c'est sa première raison de mettre une bulle contre la franc-maçonnerie. Et l'autre raison que le pape évoque, c'est que le serment d'allégeance secret de la franc-maçonnerie, pour lui, est anti-chrétien au sens que on ne peut poser ce genre de geste-là que pour l'Église. Donc, pour lui, c'est comme si la franc-maçonnerie est suspecte de bien des façons, et il n'y a pas tort en passant, là, c'est juste qu'il émet une bulle, et ça va faire en sorte que beaucoup de catholiques vont quitter la franc-maçonnerie, et les autres qui restent vont quitter le catholicisme, parce qu'on ne peut pas être l'un et l'autre. Certains vont le faire secrètement quand même, là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, certains pensent même qu'en réaction à la franc-maçonnerie, l'Église catholique, c'est ici au Québec, je pense que ça s'est passé dans les années 1800, là, on aurait créé les chevaliers de colons. Les chevaliers de colons étaient un autre ordre initiatique, un peu du genre, mais en version catholique. En d'autres mots, c'est comme si, je pense, j'ai cru lire ça une fois, que les catholiques, les dirigeants catholiques s'étant dit, bien, puisque la franc-maçonnerie, ça attire, tu sais, le côté mystérieux, le côté gang de gars qui se réunissent en secret, on va leur créer un espace comme ça, mais catholique. Chevalier de colons.
j'ai pas retrouvé mon document qui parlait de ça, mais je vais juste mentionner ça très rapidement comme ça. Maintenant, allons vers les histoires un peu plus juteuses. L'anticléricalisme, donc être contre le clergé en quelque sorte, donc cette forme d'anticléricalisme de la part de plusieurs francs-maçons en Europe a eu suffisamment, mais tellement de retentissement qu'il se crée littéralement un schisme presque violent entre les deux. Ainsi, les suprêmes conseils anglo-saxons, eux autres, de leur côté, parce que la franc-maçonnerie est française et les britanniques, il va y avoir un schisme dans la franc-maçonnerie. Donc, je l'ai parlé, je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, les Britanniques, eux autres, sont d'accord de tasser l'idée de Dieu, Jésus, là, mais à tout le moins, on va garder la conception d'un Dieu qu'on appelle le grand architecte de l'univers et on conserve la valeur de l'immortalité de l'âme. Pour les Britanniques maçons, c'est très, très important. Mais en France, mais dans d'autres loges aussi en Angleterre, on refuse même l'idée du grand architecte de l'univers. Et là, il y a une radicalisation, qu'on pourrait dire, vers les valeurs de gauche. Donc, au nom de la laïcité, de la liberté de conscience, une partie des francs-maçons du Grand Orient de France estime qu'il fallait supprimer même l'évocation du grand architecte de l'univers. Donc, c'est devenu la franc-maçonnerie de langue francophone très présente, surtout en Europe, dans les milieux francophones. Ils ont fait évoluer beaucoup, beaucoup de lois. Là, je me promène d'un siècle à l'autre, mais au 20e siècle, essentiellement, les francs-maçons eux-mêmes là, affirment qu'ils sont derrière certaines législations qu'on pourrait trouver correctes. Évidemment, ils ont beaucoup poussé le droit de vote pour les femmes. 1920 au Canada, 1940 pour le Québec. Mais après ça, c'est toutes les valeurs libérales qui pouvaient être contre le mariage, le concubinage, le droit des homosexuels, le mariage homosexuel, le droit à l'avortement, l'obligation de l'éducation, mais ça, on serait d'accord aussi, là, mais les lois eugéniques, c'est-à-dire l'euthanasie, l'avortement, toutes ces questions-là vont être beaucoup, beaucoup débattues dans les loges maçonniques et ils vont faire progressivement un peu plus de place dans nos parlements. Mais attention, on ne dit pas, on n'est pas en train de dire ici que c'est que les francs-maçons qui ont fait adopter ces valeurs-là dans nos parlements. C'est juste qu'ils ne sont pas les seuls à en revendiquer la place. Le Dieu de la République. Là, on revient au 18e siècle. En France, de nombreuses loges adogmatiques croient que l'État doit incarner le pouvoir par des valeurs républicaines. C'est encore très présent, là, en France, au nom de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc, les francs-maçons sont vraiment dans cette valeur-là, mais je tiens tout de suite à dire qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup dans les mouvements complotistes du temps que c'était juste une guerre entre l'État, l'Église et les francs-maçons. Mais les francs-maçons n'étaient pas assez nombreux en France. Il y avait plein d'autres groupes qui n'étaient pas des gens qui se réunissaient en secret, mais qui pensaient aussi à rénover la façon de faire la vie en France. Donc, qu'est-ce que c'est pour eux la République? Ben, qu'est-ce que c'est en fait? La République, c'est un mode d'organisation sociale d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants élus par la population. Donc, en quelque sorte, c'est la démocratie. C'est un système où le chef d'État n'est pas héréditaire, c'est-à-dire comme les rois, et n'est pas le seul à détenir des pouvoirs. Donc, c'est ça qu'on voulait. Puis, on croyait, le franc-maçon et tout autre libre penseur, que le jour où on atteindrait ce genre de gouvernement-là, avec le progrès, on amènerait la paix dans le monde, parce que tous les pays devraient se démocratiser. Donc, on a cru à une utopie qui était très belle d'avance. Mais un coup installé, elle a produit un monde tout aussi violent, tout aussi absurde que l'absurdité qu'il pouvait y avoir avant. Donc, tout au long du 18e siècle, les forces progressistes qui souhaitent un changement en France prennent de plus en plus de place. De telle sorte qu'en 1789, ça fait éclater une révolution, cette affaire-là. Les francs-maçons sont mêlés à cette histoire-là, mais on découvre que c'est pas forcément eux autres qui ont fait arriver la révolution, parce que il y avait des francs-maçons pour la révolution, puis il y en avait contre.
la Révolution. Fait que, comprenez-vous? Puis il y a plein de gens qui ne sont pas francs-maçons, qui étaient pour la Révolution. Donc une révolution, ça a été le produit d'un ensemble de différentes personnes dans la société qui ont voulu renverser à la fois l'Église et le pouvoir royal. L'Église catholique en France, qui emmenait large, a été lourdement affectée par la Révolution. De nombreux prêtres et évêques catholiques ont commencé vraiment... C'est là que le schisme puis le complotisme mondial commence. C'est que du point de vue catholique, on est convaincu que l'œuvre de la Révolution française qui destitue les rois et l'Église est une œuvre strictement provoquée par les francs-maçons dans des loges. Mais en réalité, comme je le disais, beaucoup d'historiens se sont penchés là-dessus pour dire non, c'est une réaction catholique. Pourquoi? Parce que les catholiques ont perdu beaucoup dans la Révolution, donc pour eux, ils ont voulu voir un ennemi, un bouc émissaire, et c'est les francs-maçons. Mais en réalité, il y a toutes sortes de gens là-dedans. Il y a des gens qui détestaient la royauté, qui n'étaient pas francs-maçons, qui étaient pour la Révolution. D'autres, c'est des écrivains qui veulent une liberté de penser, de publier. Donc, renverser la royauté, pour eux, c'est un avantage. Pour d'autres, les Huguenots en France, les chrétiens non catholiques, les calvinistes, pour eux autres, la Révolution, ça allait leur donner la liberté de culte, qui était très compliquée en France à l'époque. Pour d'autres, il y a des opportunistes que, on va détrôner les rois, on va installer un système démocratique et républicain. Donc, c'est la carrière politique, c'est prendre le pouvoir qui les intéresse. Puis il y a d'autres personnes que c'est strictement une histoire d'argent, c'est des businessmen, c'est du commerce. Donc, il y a toutes sortes de raisons d'avoir voulu qu'une révolution comme celle-là éclate. Mais comme la franc-maçonnerie était l'ennemi juré du clergé catholique de France à l'époque, et aussi parce que de nombreux prêtres ont été assassinés pendant la Révolution, à première vue rapide, la Révolution est passée pour un règlement de compte de la franc-maçonnerie contre l'Église, parce qu'effectivement, il y a eu des massacres, là. La Révolution, là, c'est un régime de terreur. Beaucoup de gens ont été tués. Il y a des prêtres qui ont été noyés. Toutes sortes d'affaires. C'est effrayant ce qui est arrivé, là. Donc, c'est pour ça que les nouveaux dirigeants qui prennent le pouvoir en 89, 90, 17 ans dans la Révolution vont imposer des mesures anticléricales à l'Église. On abroge toutes les fêtes religieuses publiques à Paris, l'annulation du calendrier des fêtes chrétiennes. Certains plaident pour changer le nom des villes. Saint-Malo devient Port-Malo. Je vous donne un exemple, là. Les cathédrales Notre-Dame de Paris vont être rebaptisées Temple de la Raison. Les lieux de culte, beaucoup vont être fermés à Paris, emprisonnement, assassinat de prêtres. Donc, l'Église catholique a mangé une bonne volée, si on veut. Donc, dans l'idée du fanatisme des progressistes qui ont fait la Révolution, si on veut changer le monde et l'amener vers des jours de paix, tu n'as pas le choix de passer par un régime de terreur. Donc, c'est un peu comme l'idée, on n'a pas le temps de niaiser, là, ici, on casse tout. C'est pas tout à fait franc-maçonnique de façon de travailler. Les maçons, c'est plus, on travaille sur du long terme, mais la vague révolutionnaire qui fonce à Paris en 1789, elle casse tout. Elle va même guillotiner le roi, Louis XVI, en 93. Et parmi ceux qui vont guillotiner, certains vont se faire guillotiner par après. Bref, je ne vous parlerai pas plus de la Révolution que ça. C'est juste que c'est un carnage sanglant au bout duquel l'Église catholique a perdu beaucoup, beaucoup. Donc, vous comprenez pourquoi le catholicisme et la franc-maçonnerie se détestent, mais en profondeur, depuis ce temps-là. Maintenant, on situe à cette période de l'histoire les premiers balbutiements des mouvances complotistes. Donc, théorie du complot. C'est que dans le clergé catholique se trouvent des prêtres et des évêques et des libres penseurs catholiques qui imputent à la franc-maçonnerie tout le plan révolutionnaire. Et selon eux, la franc-maçonnerie a procédé selon un plan et un agenda précis. Donc, ils leur en mettent sur la franc-maçonnerie plus que dans la réalité des faits, mais c'est l'ennemi à abattre. Lorsque le calme revient, après la Révolution, là, en 1797, à l'an 1800, là, c'est Napoléon là, qui arrive dans ce bout-là. Là,
on se met à publier des livres, les catholiques publient des livres, et jettent un pavé dans la mare qui accentue encore plus la haine des catholiques envers la franc-maçonnerie. Donc, je vous lis ça. Il s'agit d'un Français, un jésuite qui s'appelle Augustin Baruel. Ceux qui se promènent dans les trucs conspirationnistes sur Internet, vous avez souvent vu ce nom-là. Il y a même un site qui s'appelle Baruel qui recense toutes sortes de théories de complot aujourd'hui. Je ne suis pas allé le voir depuis plusieurs années, là, mais c'était là il y a quelques années. Donc, voici ce qui se passe avec ce monsieur-là. Après la Révolution, une dizaine d'années plus tard, cette théorie fut propagée principalement par deux penseurs. Le premier est un jésuite français, Augustin Baruel, qui publie un ouvrage qui s'appelle « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Jacobinisme, rapport avec la Révolution. Et l'autre, c'est un Écossais qui s'appelle John Robison. Donc, mais pour revenir à Baruel, lui, il va faire paraître 4 volumes, de 1797 à 1799, et ses ouvrages connaissent un vif succès. Donc, lui, il accuse la franc-maçonnerie d'être responsable de la Révolution française. Les ouvrages de l'abbé Baruel soutiennent une théorie du complot selon laquelle les Illuminés de Bavière, on en vient aux Illuminati qui existaient à l'époque. Lui, il prétend que les francs-maçons, c'est un mouvement contrôlé par un autre mouvement qui s'appelle les Illuminati. Et les Illuminati avaient été fondés le 1er mai 1776. Donc, 13-14 ans avant la Révolution. C'était un certain bonhomme, un théologien qui s'appelait Adam Weishaupt. C'est un Allemand. Il prétend que les Illuminati ont infiltré la franc-maçonnerie en France afin de renverser les pouvoirs en place, aussi bien politiques que religieux, pour asservir l'humanité à quelque chose de satanique. Cette thèse qui veut que la République française résulte d'un complot fomenté contre l'Église et la royauté par des philosophes athées et francs-maçons avec l'aide des Illuminati et des Jacobins a connu une postérité et un succès considérable dans les milieux qui sont contre la Révolution, d'autant plus qu'à cette époque, une thèse similaire avait été écrite par un autre, l'Écossais John Robison. Donc, en d'autres mots, Robison a écrit quelque chose. Il prétend se nourrir à la mamelle d'un autre auteur qu'on ne connaît pas trop. Il écrit plein de choses. Baruel ramasse ça. Il décide que c'est vrai, lui. Parce que ça fait son affaire. C'est un catholique, il haït les maçons. Dès qu'il trouve quelque chose qui parle contre les maçons, il le ramasse. Il en fait 4 livres, lui, de cette affaire-là. Pas 1, 4. Donc, l'œuvre de Baruel déclenche une avalanche de théories. Écoutez, ça a encore de l'impact 220 ans plus tard. Imaginez, là. Cette théorie mélangeait à outrance le vrai et le faux, parce qu'il n'y avait pas juste du faux dans ça, il y avait des vraies affaires, des vrais personnages. Donc, c'est comme si il redessine l'histoire de la franc-maçonnerie dans une version hyper anticatholique. À son honneur, on doit dire que les francs-maçons détestaient le catholicisme. Donc, c'était facile de reprendre cette histoire-là, puis de la remaquiller, puis d'en mettre juste un peu plus. Donc, les catholiques qui étaient eux-mêmes aveuglés par la haine qu'ils ont des francs-maçons vont adhérer sans examen, sans analyse, sans discernement à tout ce que les ouvrages de Baruel disent. En d'autres mots, là, Baruel est à son époque ce que QAnon est à notre époque. C'est-à-dire, c'est le QAnon de l'époque, et comme on le voit encore aujourd'hui, ceux qui adhèrent à ces théories ne cherchent pas à faire le tri, ni à discerner entre le vrai et le faux, mais se laissent conduire par un mouvement de colère, de conviction qui les rend inaptes à analyser le fond des choses. Donc, quand on tombe dans la trappe du complotisme, ben, on voit des complots, puis quand quelque chose nous dit qu'il y a un complot, on adhère à l'idée qu'il y a un complot, mais on n'analyse pas, on veut pas. On veut croire. Donc, c'est ce que Baruel fait paraître. Les Illuminati seraient derrière ça. Et les Illuminati qui sont encore aujourd'hui suspectés de plein de choses, c'est en passant. Donc, l'abbé Baruel, après, comme je vous dis, s'inspirant de l'ouvrage de Robison, déclare sans preuve très précise qu'un certain Adam Weishaupt, un Allemand, aurait fondé une société secrète en Bavière,
du nom d'Illuminati, que cette société serait responsable de la Révolution française à travers les francs-maçons de France. C'est comme dans tous les trailers conspirationnistes, on se nourrit de sources que l'on considère sûres, on les republie, on les épaissit avec des nouvelles rumeurs, et ainsi va le conspirationnisme. Maintenant, qu'est-ce que c'est les Illuminati en réalité? Ben, effectivement, c'est un mouvement qui a existé. Il a effectivement été fondé en 1776 par ce théologien Adon Weishaupt, mais il y avait un problème avec ce groupe-là. En fait, il y avait pas mal de problèmes. C'est que c'est un groupe qui était mal organisé, qui avait des nombreuses tensions à l'intérieur. C'est une autre société secrète, à la manière des francs-maçons, mais il s'appelle Illuminati. Le mot Illuminati fait référence aux Lumières. En France, on disait qu'on était dans l'époque des Lumières. Ben, les Allemands ont juste germanisé l'expression pour dire, ben nous, on va s'appeler les lumineux, hein? Ceux qui éclairent. Fait que c'est la même gang, hein, mais c'est des Allemands, c'est des théologiens, c'est des libres penseurs, c'est des révolutionnaires allemands qui se réunissent puis qui forment ce groupe-là. 1776. Le problème, c'est que ils ont des problèmes, des dissensions entre eux. Et il va arriver une drôle d'affaire à cette histoire-là. C'est que la société secrète, bon, ça j'ai dit, elle se rassemble. Là, on dit que vers les années 1780, alors qu'elle existe, cette organisation-là, au mieux, on réussit à peu près 2000 membres là-dedans en Allemagne. Mais leur fin est venue en 1784, 5 ans avant la Révolution française. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, c'est drôle cette histoire-là, c'est qu'il y a un homme, un Illuminati qui est chargé d'amener des documents à un autre maître Illuminati dans une autre ville en Allemagne. Il part à cheval avec des sacoches, avec des documents et le nom des listes de membres des Illuminati, liste secrète, avec des documents secrets qui parlent de ce qu'ils ont l'intention de faire comme manœuvre en Allemagne contre les dirigeants. La malchance fait que la foudre tombe sur le monsieur à cheval lors d'une tempête. Lui meurt instantanément à côté de son cheval, et lorsque les autorités se saisissent du corps, ils ramassent les sacoches, ils découvrent le poteau rose, ils découvrent l'existence de ce groupe-là. Et le 22 juin 1784, l'électeur de Bavière qui s'appelle Charles Théodore va interdire à tout jamais ce groupe Illuminati et la franc-maçonnerie en Allemagne. Donc, la vraie franc-maçonnerie originaire a 1684. D'autres vont dire, ouais, mais il y en a encore aujourd'hui. Moi, il y a 8-9 ans, j'ai fait une recherche exhaustive sur les Illuminati. J'ai trouvé 9 groupes différents d'Illuminati qui se disaient les vrais Illuminati. Quand on tombe dans le monde des conspirations et dans les groupes de sociétés secrètes qui existent, on tombe dans un monde d'un flou artistique assez considérable. Maintenant, les ouvrages de Robison et de Baruel vont continuer à nourrir la rage entre les catholiques. Évidemment, les catholiques, eux autres, ils croient à ça. Et comme il est vrai que les Illuminati ont existé et qui ont été interdits, ça nourrit l'idée des catholiques encore plus. Et Baruel le dit. Baruel, c'est un catholique, ça doit être vrai, comprenez-vous? Si c'est un des nôtres, et s'il parle contre les francs-maçons, c'est sûr qu'il a raison. Et là, de Baruel, les années 1800, il se passe un 80 ans. Peu importe ce qui s'est passé avec la franc-maçonnerie, il y a des tensions tout le temps avec les pouvoirs. Et voici que dans les années 1880, 80 ans plus tard, et ça c'est l'affaire la plus capotée de toute l'histoire des francs-maçons, c'est qu'il y a un bonhomme qui sort de l'ombre et qui s'appelle Léo Taxil. Si vous voulez lire sur lui, vous allez trouver des documents en masse en libre circulation aujourd'hui. Lui, Taxil, va réveiller la guerre entre catholicisme en France et franc-maçonnerie. Je ne sais pas si ça s'était beaucoup calmé, mais avec lui, ça va littéralement exploser. Écoutez bien, Taxil, c'est un écrivain, c'est un journaliste français prodigieux. Léo Taxil, là, c'est même pas son vrai nom. Lui, là, c'est un maître
de la manipulation médiatique. Il est un écrivain hors pair. Il est vraiment, vraiment, mais vraiment fort. Et lui, il arrive à s'intégrer dans toutes sortes de milieux sous différents noms. Puis, il arrive toujours à se faire intégrer, puis à devenir membre des affaires, puis à comprendre les organismes, même secrets, de l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'affaire Taxil illustre à merveille la lutte que se livre à la fin des années 1800, siècle, le 18e siècle, la guerre entre francs-maçons et catholiques. Au centre de l'intrigue, un journaliste qui cultive le scandale et la mystification, Léo Taxil, avide de publicité et de succès de librairie, résolu à exploiter la vogue de l'occultisme qui déferlait en Europe dans ces années-là. Donc ça, c'est le genre de bonhomme qui se dit, OK, il se passe ça en ce moment, en France, en Europe, il y a des inquiétudes de ceci, de cela. Lui, c'est le genre de gars qui est capable de vous inventer une histoire, de vous l'écrire et de vous dire qu'elle est vraie. Pourquoi il fait ça? Certains le font encore aujourd'hui parce que l'intrigue et le mystère, ça attire. Ça attire tellement. Puis lui, il sait que les gens sont curieux, fait qu'il va s'infiltrer dans la franc-maçonnerie. Lui, c'est un anticlérical, hein? Il n'aime pas les catholiques non plus. Il est très connu déjà comme étant un anticlérical. Il avait dirigé des revues contre les catholiques. Fait que lui, il s'infile dans les milieux francs-maçons. Les francs-maçons sont contents de l'avoir parce que lui, là, il est anti-catholique. Comprenez-vous, on se déteste, là. Et lui, il s'infiltre en se faisant passer pour un gars qui déteste les catholiques. C'est pas faux qu'il les déteste, ça, c'est en passant, il les déteste quand même. Il ramasse de l'information, il gravite dans les loges, il approfondit ça pendant une couple d'années, et d'un moment donné, il sort des francs-maçons, puis il commence à publier des ouvrages contre les francs-maçons. Faut le faire, là. Donc, il les a manipulés. Ils lui ont fait confiance. Il n'aurait pas dû. Mais regardez bien, l'arnaque à son plus haut niveau, c'est que lui, il va vers les catholiques avec son information, puis il prétend avoir été frappé par la grâce de Dieu, et là, il se convertit au catholicisme. Est-ce que c'est vrai? Non, en fait. C'est encore du mysticisme, mais les catholiques l'ont cru. Fait que là, l'ennemi juré qui était chez les francs-maçons se convertit. On fait grande publicité au monsieur. Il vend des centaines de milliers de livres, sont traduits en plusieurs langues et réédités 40 fois. Il fait du pognon, le monsieur, parce qu'il dit être redevenu catholique. Les francs-maçons laïcs à vouloir le tuer. En d'autres mots, c'est un gars génial dans l'art de la tromperie. Donc, éventuellement, évidemment, les francs-maçons crient au mensonge. Pourquoi? Parce que Léo Taxil va pousser la limite de l'incroyable en décrivant les francs-maçons. Il va aller jusqu'à dire qu'on fait des sacrifices humains, là, des orgies sexuelles avec des ados. Il n'y a rien qu'il raconte pas, lui. Il invente un personnage, il écrit un livre, je l'ai lu, le livre, dans lequel il invente l'histoire d'une femme qui s'appelle Diane Vaughn, qui est supposée être une femme qui vit à Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis, donc loin de la France, t'es pas capable de vérifier. Puis il dit que cette fille-là est la fille du diable, littéralement, puis qu'elle réside au milieu de la franc-maçonnerie. Fait que lui, là, il invente de l'horreur. Il en invente de l'horreur sur les francs-maçons. Il en met, il beurre épais. C'est incroyable. La franc-maçonnerie ça a l'air d'une gang d'assassins tueurs, là, dans les ouvrages. Et les catholiques, eux autres, sont contents. Enfin, on a trouvé l'argument pour faire en sorte qu'on puisse interdire la franc-maçonnerie en France et notamment en Europe. Maintenant, écoutez, il y a des détails sur Léo Taxil, puis si jamais vous trouvez ce livre-là, je l'avais trouvé gratuitement, Diane Vaughn, toute l'histoire de Léo Taxil. Donc, Léo Taxil obtient même une audience privée avec le pape Léon XIII. Parce que le pape est bien content, mais en même temps, c'est tellement gros ce qu'il raconte, Taxil. C'est tellement gros que c'est probable, mais lui se dit, mais c'est un peu fort. Fait que Léon XIII va jaser avec Taxil. Il va le croire ou pas le croire, mais il va décider de créer une enquête. Il va mettre des gens en charge
dans le clergé catholique, notamment aux États-Unis, en France, il va dire, on va vérifier si ce que Taxil... On a beau haïr les francs-maçons, mais en même temps, lui, il discerne que le monsieur, c'est un fin finot qui arrive à passer ses affaires. Donc, ils vont enquêter, puis ils vont découvrir que Taxil raconte des choses qu'on n'est pas capable de trouver trace de ce qu'il dit. Donc, la machine de Taxil, à cause de ça, commence à s'essouffler. Les doutes du clergé, les violentes réactions des francs-maçons et la lassitude d'une partie du public convergent pour mettre Léo Taxil dans une situation délicate. Il commence à avoir des menaces d'arrestation contre lui. On commence à sentir que c'est un manipulateur. Lui le sent très bien, puis il décide, lui, de prendre les devants en France. Il annonce une conférence à grand renfort de publicité et dit que Mme Diane Vaughan serait présente, ferait un discours et révélerait même l'original du pacte conclu entre son père à elle et Lucifer qui l'a vu naître. Imaginez, c'est pas rien, là. Et là, écoutez, à Paris, cette affaire-là, la rencontre a lieu le 19 avril 1897. L'excitation est à son comble. On loue la salle de la Société de géographie du boulevard Saint-Germain à Paris. C'est rempli de monde à craquer. Il y a des journalistes, des délégués, des gens de l'Église catholique, des libres penseurs, des francs-maçons sont là, des journalistes étrangers. Écoutez, c'est un buzz médiatique. Léo Taxil paraît sur l'estrade, le silence se fait. Et au bout de quelques minutes, on entend les mots suivants. J'arrive donc à la plus grandiose des fumisteries de mon existence, à celle qui prend fin ce soir et aujourd'hui et qui sera évidemment la dernière. Donc, quand Taxil dit ça, il est en train de dire « Je vous ai eu toute la gang par une fumisterie, vous les francs-maçons et vous les catholiques. » Donc, on comprendra sans peine qu'il n'était guère commode avec le formidable bagage de mes écrits religieux d'être reçu dans le giron de l'Église sans une méfiance encore plus formidable. Il me fallait cependant arriver là et être accueilli pour pouvoir, quand les méfiances seraient complètement dissipées, au moins en haut lieu, organiser et diriger la phénoménale mystification de la diablerie contemporaine. Eh bien, je vous le dis, ce fut 12 ans d'imposture intellectuelle, 12 ans pendant lesquels certains se sont frottés les mains, 12 ans au bout duquel ils se sentent trahis et privés de leur principal informateur. C'est le journal Le Figaro qui avait titré un article là-dessus le 20 avril de la même année. Le titre de l'article, c'était « Immonde fripouille » en parlant de Léo Taxil. Donc, Léo Taxil a... a mis tout le monde dans sa petite poche. En conclusion de quoi? Je termine sur la franc-maçonnerie par cette histoire, et des histoires de même, il y en a d'autres, mais celle-là est assez forte. La conclusion, c'est que la franc-maçonnerie, tout comme le catholicisme de l'époque, sont faits tous les deux avoir par ce faussaire ingénieux. Heureusement, on peut dire que le pape a eu la rapidité d'esprit de ne pas laisser sa haine des francs-maçons dominer sa raison et de faire une expertise. Et c'est ça qu'on devrait tous faire devant des histoires qu'on entend sur des gens, des affaires graves ou des accusations. L'enquête, l'analyse, et même sur des histoires conspirationnantes, là, c'est la sagesse. Il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur la franc-maçonnerie. Je vais cesser de le faire là. Sinon que cette organisation aujourd'hui reste encore très active. Ceux qui la quittent, parce qu'il y a des francs-maçons qui défroquent, la dénoncent ouvertement, la trouvent dangereuse, redoutable pour ses manipulations politiques surtout. Plusieurs d'ex-francs-maçons vont aussi reconnaître que les pratiques occultes, les déviances sexuelles, sacrifices humains ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment ça que la franc-maçonnerie fait. C'est beaucoup plus un groupe qui fait dans l'agenda dissimuler des influences dans le monde de la politique. Dernière phrase. Il ne faut pas ignorer que l'Église aussi cherche à être une force d'influence sur les politiciens. En passant, on peut reprocher aux francs-maçons de vouloir influencer le gouvernement puis de faire passer des règlements, des lois, des valeurs, mais les églises ont fait la même chose. Nous autres, on souhaite que les gouvernements
prennent en compte des valeurs qui sont les nôtres. Donc, on ne peut pas leur reprocher de vouloir faire la même chose si tant est que leurs valeurs sont opposées aux nôtres, on s'entend. Cependant, pourquoi la franc-maçonnerie est redoutable et pourquoi j'aime pas du tout ce qu'ils font? C'est parce que les autres, ils le font en secret. Alors que nous, l'Église, nos salles de culte sont ouvertes. Tout le monde peut rentrer et tout le monde peut entendre. On exerce une vraie liberté d'expression, une vraie liberté de gens qui peuvent assister et entendre la totalité de ce qu'on pense. Le problème avec les francs-maçons, c'est qu'eux autres, ils s'enferment encore dans des murs, puis ils jouent encore un vieux jeu de maçon initiatique qui, ma foi, c'est presque un jeu d'enfant, les histoires, pour parler de choses qu'on n'a plus besoin de parler là, parce qu'ils ont peur de s'affirmer et d'affirmer ce qu'ils pensent vraiment sur l'espace public. C'est bien dommage. Donc, ainsi se termine cette étude sur la franc-maçonnerie. Donc, la semaine prochaine, on va parler encore du 18e siècle et on va voir qu'est-ce qui s'est passé en dehors de la franc-maçonnerie et les idées. Et là, on va voir la semaine prochaine une attaque contre les valeurs chrétiennes. Là, pas ici franc-maçonnerie contre le catholicisme. Ça, c'est une chose. Donc, on va surtout voir les Voltaire, les Rousseau. C'est qui ces gars-là? Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis qu'est-ce qu'ils ont voulu défaire du christianisme? Et quelle sorte de monde ils imaginaient? Et quelle est l'utopie qu'ils ont bâtie sur une intention de progrès? Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Donc, d'ici là, portez-vous bien.